Le 8 mars 2016, l'été sud-africain touchait lentement à sa fin sur le littoral du Cap occidental. Depuis plusieurs semaines, la température de l'eau augmentait. Les poissons servant de proie saisonnière se rapprochaient de la côte, tandis que d'immenses rassemblements d'otaries à fourrure du Cap se formaient autour de Dyer Island et de Geyser Rock. Entre ces deux îles, s'étend un passage que les habitants surnomment Shark Alley, l'allée des requins. À cette période, l'activité y était particulièrement intense. Les organisateurs de plongée en cage signalaient la présence de plusieurs grands requins blancs presque chaque jour. Peter van der Merwe, un Sud-Africain de 56 ans, avait fondé une entreprise spécialisée dans les technologies financières. Après avoir vendu sa société, il s'était retiré au Cap. Sa fortune se comptait confortablement en centaines de millions. Il possédait un yacht à moteur d'environ 22 mètres, estimé à près de 5 millions de dollars, et naviguait régulièrement le long de cette côte depuis presque 10 ans. Son épouse, Annika van der Merwe, avait 51 ans. Ancienne avocate d'affaires, devenue philanthrope, elle était aussi une nageuse expérimentée, sûre d'elle dans l'eau. Pour le couple, les sorties du week-end dans cette région étaient devenues parfaitement ordinaires. Ils avaient effectué le même genre de croisière des dizaines de fois, sans jamais avoir de raison de s'inquiéter. Peter gardait son yacht approvisionné et prêt à partir dans la marina de Simonstown. Pendant une croisière de plusieurs jours, ils avaient jeté l'ancre près de Klein Bay, juste à l'extérieur du principal couloir de chasse des requins. La mer était exceptionnellement calme. Peter considérait cet endroit comme l'un des meilleurs mouillages du Cap occidental. Il était suffisamment abrité pour permettre d'abaisser la plateforme de baignade hydraulique et d'entrer dans l'eau depuis l'arrière du yacht. C'était d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles le couple revenait si souvent à cet endroit. Cet après-midi-là, l'eau avait une teinte verdâtre. Une prolifération de plancton et l'activité des otaries réduisaient modérément la visibilité en surface. Le fond sablonneux se trouvait à environ 9 mètres. Le capitaine du yacht, un professionnel engagé par la famille depuis 3 saisons, déconseilla pourtant la baignade. Il rappela qu'il se trouvait près du chenal, en pleine période d'activité saisonnière, et que les bateaux de plongée en cage signalaient de grands requins depuis le début du mois. Son avertissement était clair, ce n'était vraiment pas le bon moment pour entrer dans cette eau. Peter ne s'en préoccupa pas. Ils avaient déjà nagé à ce mouillage sans rencontrer le moindre problème. Selon lui, les bateaux de plongée travaillaient plus loin, à l'intérieur du chenal. Peter et Annika prévoyaient simplement de nager derrière le yacht, puis d'utiliser l'annexe pour aller déjeuner sur la plage. Vers 14 heures, ils descendirent dans l'eau depuis la plateforme arrière. Le capitaine et un membre de l'équipage restèrent sur le pont, près de la poupe, afin de pouvoir les récupérer rapidement en cas de difficulté. Tout paraissait normal. Un beau bateau, une mer calme, un couple qui nage sous le soleil. Le capitaine se tenait à quelques mètres d'eux et surveillait la scène. Pourtant, sa présence ne changea rien. Dire qu'ils avaient ignoré un avertissement peut sembler résumer toute l'histoire. Mais la réalité est plus troublante. Lorsque quelqu'un répète exactement le même geste au même endroit une dizaine de fois sans qu'il ne se passe rien, le danger finit par perdre toute consistance. L'avertissement n'est plus perçu comme quelque chose de réel. Un grand requin blanc, mesurant probablement entre 4 et 5 mètres, circulait vraisemblablement dans le chenal. La coque du yacht, les mouvements de la plateforme et ceux des 2 nageurs produisaient des vibrations qu'un requin proche pouvait détecter lorsque les conditions s'y prêtaient. Le grand requin blanc compte parmi les plus grands poissons prédateurs de la planète. Les adultes dépassent fréquemment 4,50 m et peuvent peser plus de 1100 kg. Ce sont des chasseurs d'embuscades. Ils attaquent souvent depuis les profondeurs en remontant brutalement à la verticale. Une seule morsure portée avec une telle puissance peut broyer les os et provoquer une hémorragie mortelle en quelques minutes. Peter et Annika nageaient près de l'arrière du bateau depuis environ 10 minutes. Personne ne vit le requin approcher. La première attaque frappa Peter par-dessous, alors qu'il flottait à près de 14 mètres du yacht. La violence du choc le souleva brutalement à la surface. Les enquêteurs estimèrent par la suite que la morsure avait atteint le bas de son torse et sa hanche,
provoquant des lésions massives au bassin et aux principaux vaisseaux sanguins. Annika se trouvait à environ 9 mètres de lui. Elle vit l'agitation soudaine. Puis elle vit le sang se répandre rapidement à la surface. Elle se retourna et nagea vers la plateforme du yacht. Le capitaine et le membre d'équipage se précipitaient déjà vers la poupe. Le requin relâcha Peter, puis disparut sous l'eau. Alors qu'Annika approchait de la plateforme, l'équipage aperçut l'animal qui revenait vers l'arrière du bateau. Le requin frappa par-dessous la plateforme hydraulique abaissée. Le choc déforma son mécanisme et fissura le joint du tableau arrière, à l'endroit où la plateforme rejoignait la coque. L'eau se mit immédiatement à envahir le compartiment moteur. La plateforme bascula violemment lorsque ses bras hydrauliques cédèrent. Annika, qui n'était encore que partiellement hissée dessus, fut projetée de nouveau dans la mer. Elle remonta à la surface en criant, au milieu d'une eau déjà chargée de sang. Le requin se trouvait toujours dans les environs. Les enquêteurs pensèrent plus tard qu'il l'avait mordu une fois au milieu de la confusion, juste avant que l'équipage ne parvienne à la gripper. Annika fut finalement tirée entièrement à bord. Sa jambe gauche était gravement mutilée. Le sang s'accumulait sur le pont qui commençait déjà à s'incliner vers l'arrière. L'eau continuait d'entrer par le tableau arrière endommagé. Presque aussitôt, l'alarme de cale retentit tandis que la poupe s'enfonçait. Le capitaine tenta de faire avancer le yacht en direction de Klein Bay. Mais en quelques minutes, le débit de l'inondation dépassa la capacité des pompes de cale. Il appela par radio les services locaux de sauvetage maritime pendant que l'arrière du bateau descendait toujours plus bas dans l'eau. L'équipage mit l'annexe à l'eau et y transféra Annika. Peu après, le yacht s'échoua sur un banc de sable situé à environ 180 mètres du mouillage. Sa poupe avait déjà sombré. Les sauveteurs maritimes arrivèrent peu après et récupérèrent le corps de Peter. Il était mort d'une hémorragie catastrophique provoquée par la première morsure. Les blessures au bassin et au bas du torse étaient vraisemblablement impossibles à survivre. Dans l'annexe, Annika était encore consciente, mais son état se détériorait à une vitesse alarmante. L'équipage maintenait une forte pression sur ses blessures. Malgré cela, elle perdit connaissance avant l'arrivée du bateau de secours. Son décès fut constaté au port de Klein Bay, aux côtés de son mari. L'enquête souligna la proximité du mouillage avec une voie de passage saisonnière bien connue des otaries et des requins. L'avertissement donné par le capitaine fut consigné dans le dossier. Les enquêteurs photographièrent les dégâts causés à la plateforme et au tableau arrière. Ils conclurent qu'il correspondait à l'impact d'un grand requin blanc. Le yacht fut déclaré totalement irrécupérable. Les autorités ne lancèrent aucune opération d'abattage. Quelques minutes plus tôt, Peter et Annika nageaient tranquillement derrière un yacht de 5 millions de dollars. Ensuite, le bateau se retrouva à moitié submergé sur un banc de sable, sa poupe détruite. Le couple, lui, était mort avant même que les secours ne puissent les ramener au port. Cette image est difficile à oublier. Les eaux sud-africaines avaient emporté 2 personnes qui avaient jeté l'ancre dans une zone fréquentée par les requins, puis écarté tous les avertissements parce que jusque-là, rien ne leur était jamais arrivé. Le 14 juillet 2015, la pleine chaleur de l'été régnait sur les îles Exuma aux Bahamas. La température de l'eau approchait 29 degrés. Sous un ciel sans nuages, les hauts fonds turquoises scintillaient au soleil. Sur une île voisine, une entreprise de pêche commerciale nettoyait chaque jour ses prises au bord du chenal séparant les îles. Tous les après-midi, du sang, des viscères et d'autres déchets de poissons étaient rejetés directement dans l'eau. D'après plusieurs témoignages, cette pratique répétée avait accru l'activité des requins dans les chenaux voisins et autour de plusieurs quais. Charles Whitmore, âgé de 61 ans, dirigeait un fonds spéculatif à Greenwich, dans le Connecticut. Il possédait une île privée dans l'archipel des Exuma, où il passait entre 4 et 6 semaines par an. Il fréquentait les lieux depuis plus de 10 ans. Cette île était son refuge, loin de Manhattan. Pas d'appel téléphonique avant 9 heures, pas de réunion, seulement le calme et la mer. Darius Roll, 44 ans, était né aux Bahamas. Il vivait toute l'année sur l'île et gérait la propriété de Charles, entretien, logistique
et tout ce que le domaine exigeait au quotidien. Depuis 8 ans, Charles suivait exactement la même routine matinale. Il quittait le quai à 6h15, parcourait à la nage une boucle d'environ 800 mètres le long de la côte occidentale de l'île, puis revenait vers 6h45. Il considérait cette nage solitaire comme un moment strictement personnel. Malgré les suggestions répétées de Darius, il avait toujours refusé qu'un bateau l'accompagne. Il ne voulait personne autour de lui pendant cette demi-heure. Dans son esprit, le danger n'était qu'une statistique, un chiffre abstrait qui concernait d'autres personnes dans d'autres endroits. Pendant les 2 années précédentes, Darius l'avait pourtant averti à plusieurs reprises de la présence de requins. À l'aube, il avait lui-même observé des requins bulldogs dans le chenal près du quai. Certains matins, il en voyait 2 ou 3. Il les avait même photographiés avant d'envoyer les images à Charles par courrier électronique. Charles avait pris connaissance de ces messages, mais il n'avait rien changé à ses habitudes. Le matin du 14 juillet, Darius lui adressa un nouvel avertissement. Une fois encore, Charles l'écarta. Il n'avait jamais vu de requin pendant ses sorties, et cela lui suffisait. 8 ans, le même quai, la même heure, le même parcours, la même eau. Dans sa tête, chacune de ses anciennes baignades prouvait que la suivante se passerait bien. Voilà ce que la routine peut produire. Elle ne rend pas forcément courageux. Parfois, elle rend simplement aveugle. Le chenal entre les îles atteignait environ 8 mètres de profondeur. Le fond était sablonneux et le courant modéré. Depuis plusieurs semaines, des requins bulldogs y avaient été aperçus à plusieurs reprises. Les déchets rejetés par l'entreprise de pêche voisine les attiraient probablement dans la zone. Le requin bulldog est un prédateur côtier extrêmement adaptable. Il est impliqué dans une proportion particulièrement élevée d'attaques graves contre des humains en eau peu profonde. Les adultes mesurent couramment entre 2,40 m et 3 mètres, pour un poids allant d'environ 90 à plus de 225 kg. Ils sont particulièrement actifs à l'aube et au crépuscule. Lorsque des déchets de poissons sont régulièrement déversés près du rivage, leur présence peut fortement augmenter dans des endroits qu'ils ne fréquenteraient pas autrement. Charles entra dans l'eau à son heure habituelle. Pendant les 10 premières minutes, tout se déroula normalement. Il contourna la côte ouest en nageant le crawl à un rythme régulier, à environ 27 mètres du rivage. À cet endroit, la profondeur atteignait près de 4,50 m. Comme la plupart des matins, Darius l'observait depuis le quai avec des jumelles. D'après son témoignage, il aperçut une grande forme qui se déplaçait dans le chenal, presque parallèlement à Charles. La silhouette apparaissait par intermittence pendant quelques secondes, puis elle accéléra. La première morsure atteignit la jambe droite de Charles, au-dessus du genou. La force de l'attaque le tira partiellement sous la surface. Lorsqu'il réapparut, il se débattait violemment. Darius courut vers le bateau amarré au quai. Après la première morsure, le requin relâcha Charles, mais il sembla revenir en cercle. Charles tentait de rejoindre le rivage, qui se trouvait à environ 18 mètres. C'est alors que la seconde attaque frappa la même jambe. Les dents traversèrent profondément les muscles et les tissus. Un nuage de sang s'étendit rapidement tout autour de lui. Darius atteignit Charles avec le bateau en moins de 3 minutes. Il le hissa à bord, puis improvisa un garrot en utilisant une serviette et un cordage serré très haut autour de la jambe. La morsure avait probablement sectionné ou gravement endommagé l'artère fémorale. Le garrot ralentit une partie de l'hémorragie, mais lorsque le bateau revint au quai, Charles ne réagissait déjà plus. Le traumatisme et la perte de sang lui avaient fait perdre connaissance. Après de premières tentatives de stabilisation dans une clinique locale, l'organisation d'une évacuation aérienne depuis les îles éloignées prit du retard. Charles fut finalement transporté par avion en direction de Nassau. Son décès fut cependant constaté pendant le vol. L'enquête documenta les rejets de déchets de l'entreprise de pêche voisine, ainsi que les nombreux signalements de requins bulldogs dans le chenal. Aucune poursuite pénale ne fut engagée. Dans ce genre de situation, c'est fréquent, car personne n'avait techniquement enfreint la loi. L'entreprise reçut seulement une recommandation officielle concernant la gestion de ces déchets.
Darius avait tout vu dans ses jumelles. La forme dans l'eau, son accélération, puis l'impact. Il était arrivé en moins de 3 minutes et avait posé un garrot. Malgré cette rapidité, cela n'avait pas suffi. Comment vivre avec une telle scène lorsque l'on est précisément celui qui a lancé les mêmes avertissements pendant 2 ans? Les Bahamas avaient emporté un homme qui ne parvenait tout simplement pas à imaginer qu'un danger réel puisse se cacher dans cette eau familière. Le 19 avril 2014, une houle régulière déferlait le long de la côte occidentale de la Réunion, territoire français d'outre-mer situé à environ 640 km à l'est de Madagascar. Depuis 2011, l'île traversait une grave crise liée aux attaques de requins. Une succession d'accidents mortels avait poussé le gouvernement français à restreindre ou à interdire la baignade et le surf sur de nombreuses plages. Des drapeaux rouges et des panneaux d'interdiction étaient installés aux accès concernés. Les attaques étaient principalement attribuées aux requins bulldog et aux requins tigres. Pour toute personne attentive aux avertissements, une grande partie de la côte ouest était devenue une zone à éviter. Laurent Delmas, 47 ans, était un promoteur immobilier spécialisé dans les propriétés de luxe et installé à Marseille. Dans sa vingtaine, il avait pratiqué le surf en compétition. Il continuait encore à surfer pour le plaisir. Il s'était rendu à La Réunion pour inspecter la côte occidentale et chercher un terrain susceptible d'accueillir un hôtel de charme. Ce déplacement professionnel représentait aussi l'occasion de retrouver des vagues qu'il avait surfées au début des années 2000. À cette époque, la situation liée aux requins était loin d'être aussi grave. Laurent semblait encore conserver dans son esprit cette ancienne image de l'île, celle d'un endroit où il était possible de prendre une planche et de se mettre à l'eau sans réfléchir davantage. Sur la côte sud-ouest, il découvrit une baie correspondant à son projet immobilier. À l'accès de la plage, des drapeaux rouges et des panneaux officiels interdisaient pourtant toute activité nautique en raison du risque d'attaque. Dans le parking, un surfeur local lui expliqua directement que la baie était fermée depuis plus d'1 an. Il ajouta qu'une attaque mortelle s'était produite pendant la saison précédente à moins d'1,5 km au sud. Laurent le remercia, mais écarta l'avertissement. Il répondit qu'il connaissait ces eaux et que les conditions lui semblaient bonnes. Un panneau indiquait clairement que des personnes étaient mortes dans cette zone et qu'il ne fallait pas entrer dans l'eau. Pourtant, face à cet avertissement, sa réaction se résumait à considérer que les vagues étaient belles. À quel moment la confiance cesse-t-elle d'être de l'assurance pour devenir tout autre chose? Laurent partit seul en fin d'après-midi. L'eau était chaude, mais les pluies récentes avaient entraîné des écoulements depuis la terre. Sous la surface, la visibilité était fortement réduite. Le récif abritait des tortues vertes, qui font partie des proies naturelles courantes du requin-tigre. Ces conditions correspondaient précisément à celles que les autorités maritimes avaient signalées à de nombreuses reprises comme particulièrement favorables aux rencontres dangereuses avec des requins. Le requin-tigre fait partie des espèces les plus souvent impliquées dans des attaques graves contre des humains. Il est responsable d'un nombre important d'accidents mortels à travers le monde. Les adultes atteignent couramment entre 3,70 m et 4,30 m. Leur poids peut varier d'environ 360 à plus de 630 kg. Leurs dents dentelées sont conçues pour découper les carapaces, les os et le cartilage. Contrairement à d'autres espèces, le requin-tigre ne relâche pas toujours sa victime après une première morsure. Les attaques comportant plusieurs morsures sont plus fréquentes chez lui que chez la plupart des autres requins. Laurent se trouvait dans l'eau depuis environ 20 minutes. Assis sur sa planche, il attendait à près de 55 mètres du rivage. La lumière commençait à décliner. Le requin semble avoir approché par l'arrière et par-dessous. La première attaque frappa simultanément la planche et la jambe gauche de Laurent. La planche se fissura gravement, tandis que les dents pénétraient profondément dans sa cuisse. La violence du choc le projeta à l'eau. Le requin-tigre sembla revenir presque immédiatement. Les traces relevées sur les lieux furent budget-compatibles avec plusieurs impacts ou plusieurs morsures au cours de l'attaque. La scène se déroula au-dessus du récif, dans une profondeur comprise entre environ 2,50 m et 3,50 m.
Un pêcheur placé sur les falaises aperçut l'agitation depuis les hauteurs et donna l'alerte. Une unité de sauvetage côtier fut envoyée depuis un secteur situé à environ 1,5 km au nord. Les sauveteurs arrivèrent près de 20 minutes plus tard et récupérèrent Laurent dans l'eau. Les premières blessures l'avaient probablement neutralisé presque immédiatement. Il s'était noyé avant l'arrivée des secours. L'enquête confirma qu'il était entré dans l'eau depuis une plage officiellement fermée depuis plus d'1 an. Les panneaux d'interdiction et les drapeaux rouges étaient clairement visibles. Le surfeur local qui l'avait averti fournit également une déclaration aux enquêteurs. Les autorités estimèrent que l'animal était très probablement un requin-tigre. Cette conclusion reposait sur l'historique régional des attaques, sur les observations du pêcheur depuis la falaise et sur les caractéristiques des blessures. Les responsables de la faune sauvage ne tentèrent pas de retrouver l'animal. Le pêcheur avait assisté à toute la scène depuis le sommet de la falaise. Il ne pouvait absolument rien faire. Il ne pouvait que regarder l'eau changer de couleur et comprendre exactement ce que cela signifiait. La réunion avait emporté un homme qui avait lu les panneaux, entendu un avertissement direct, puis décidé de passer malgré tout. Le 3 novembre 2017, le soleil bas de la fin de l'automne éclairait le sud de la mer Rouge, en Égypte. Au large de Marsa Alam, les récifs attiraient des plongeurs expérimentés venus explorer des tombants spectaculaires. Les parois de corail s'enfonçaient presque verticalement dans une eau d'un bleu profond. La région était également connue pour la présence de requins longimanes, une espèce pélagique qui patrouille dans les eaux ouvertes au-delà de la limite des récifs. Ilya Sokolov, 29 ans, était le fils d'un puissant industriel russe. Il voyageait avec 2 amis à bord d'un bateau privé de croisière de plongée longeant la côte méridionale. Il possédait une certification de plongée avancée et avait enregistré environ 50 immersions. Son niveau était suffisant pour effectuer une plongée de loisir le long d'un tombant. En revanche, il manquait encore d'expérience face aux courants puissants et aux plongées dérivantes en profondeur. À chaque sortie, Ilya emportait une caméra GoPro. Il consacrait souvent davantage d'attention à ses images qu'à ce qui se passait autour de lui. Le guide lui en avait déjà parlé après 2 plongées précédentes au cours du voyage. Le bateau jeta l'ancre près d'un récif réputé pour ses courants forts. Le guide, un Égyptien expérimenté qui connaissait très bien les mouvements de l'eau dans cette zone, présenta le programme au groupe. Les plongeurs devaient descendre le long de la paroi jusqu'à environ 24 mètres, dériver vers le sud avec le courant, puis remonter près du tombant et refaire surface à proximité du bateau. Le guide insista sur 2 consignes, rester près de la paroi et maintenir un contact visuel permanent avec le reste du groupe. Les plongeurs descendirent. Le courant se révéla plus puissant que prévu. En quelques minutes, il entraîna le groupe plus loin le long de la paroi. Ilya resta en arrière pour filmer un banc de barracuda. Lorsqu'il releva enfin les yeux, les autres plongeurs avaient déjà été emportés derrière un coude du récif. Il ne les voyait plus. Cette histoire est peut-être plus terrifiante que les précédentes, car Ilya ne s'était pas volontairement jeté dans une zone interdite. Il n'avait pas rejeté une série d'avertissements. Sous pression, il prit simplement une mauvaise décision. Une seule décision, et tout bascula. Au lieu d'essayer de retrouver la paroi puis de rejoindre l'itinéraire de dérive, Ilya s'en éloigna et remonta directement en pleine eau. Il refit surface seul, à environ 90 mètres du bord du récif. La houle et la distance masquaient régulièrement le bateau à sa vue. Sous ses palmes, la paroi du récif plongeait vers une immense étendue d'eau profonde et ouverte. Les requins longimanes sont historiquement associés à de nombreuses morts survenues lors de catastrophes en haute mer, notamment après des naufrages ou des accidents d'avion. Les adultes mesurent généralement entre 2,40 m et 3 mètres. Leur poids varie d'environ 70 à 160 kg. Contrairement à certains requins de récif qui ont tendance à fuir les humains, les longimanes se montrent souvent persistants et curieux face à un nageur ou à un plongeur isolé. Ils approchent lentement, tournent à faible distance et effectuent parfois plusieurs passages avant de pousser leur inspection jusqu'au contact physique.
Ilia flottait à la surface. Il gonflait sa bouée de signalisation tout en cherchant le bateau du regard. Une forme pâle, reconnaissable aux extrémités blanches de ses nageoires, apparut brièvement sous lui dans la colonne d'eau. Puis elle disparut. Le requin revint et effectua plusieurs passages rapprochés. À chaque boucle, il réduisait légèrement la distance. Ilia tenta de rester vertical dans l'eau et de faire constamment face à l'animal. Au cours de l'un de ces passages, le requin le heurta avec le museau. Il s'éloigna pendant quelques instants, puis revint sous un angle différent. Durant la minute suivante, ces passages devinrent de plus en plus proches. Soudain, il se lança. Le requin mordit Ilia dans le haut de la cuisse. Ses dents pénétrèrent profondément avant qu'il ne se retire. Ilia donna des coups de palme et frappa l'animal à la tête. Le requin lâcha prise, tourna autour de lui, puis attaqua une seconde fois. Cette nouvelle morsure atteignit son bras. Elle provoqua de graves lésions artérielles dans l'avant-bras, touchant vraisemblablement l'artère brachiale. Associée aux blessures de la jambe, cette atteinte entraîna une perte de sang rapide et massive. Le guide refit surface avec les autres membres du groupe près de la paroi, environ 4 minutes après Ilia. Ils aperçurent sa bouée de signalisation et se dirigèrent vers lui avec l'embarcation légère. Lorsqu'ils arrivèrent, l'eau autour de la bouée était déjà trouble. Ilia réagissait à peine. Il alternait entre de brefs moments de conscience et de nouvelles pertes de connaissance. L'équipage le sortit de l'eau et commença les soins d'urgence à bord du bateau. Pendant les soins d'urgence, il perdit complètement connaissance. Malgré les efforts de l'équipage, personne ne réussit à le ranimer. Son décès fut officiellement constaté après son transfert au service d'urgence du port de Marsa Alam. L'enquête confirma la force du courant et la séparation d'Ilia avec le groupe. L'exploitant du bateau coopéra pleinement. Les enquêteurs examinèrent les consignes données par le guide et les procédures appliquées pendant la plongée. Elles furent jugées adéquates. Les images récupérées sur la caméra montraient la séparation du groupe, mais pas l'attaque elle-même. Aucune mesure particulière ne fut prise contre les requins de la zone. 4 minutes seulement séparèrent la remontée d'Ilia de celle du guide. 4 minutes. Et pourtant, lorsque les secours atteignirent sa position, tout était déjà joué. Il est difficile d'imaginer une version de cette scène dans laquelle 4 minutes auraient été suffisamment rapides. La mer Rouge avait emporté un homme qui avait refait surface au mauvais endroit, au pire moment. Le 17 janvier 2013, le plein été s'était installé à l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande. Stewart Island se trouve au sud de l'île du Sud. Elle est entourée d'eau froide et riche en nutriments qui alimentent l'un des écosystèmes marins les plus productifs du pays. Le détroit de Fovo, entre les îles, abrite de grandes populations d'otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande. Les eaux entourant Stewart Island sont aussi fréquentées par des grands requins blancs d'une taille exceptionnelle, attirés par les colonies d'otaries. Edward Whittaker, 63 ans, était un ancien officier de la Marine royale britannique, originaire de Plymouth, en Angleterre. Il avait pris sa retraite et effectuait seul un voyage à la voile autour de l'île du Sud. Marin accompli, il préparait méticuleusement chaque étape et se sentait parfaitement à l'aise lorsqu'il travaillait seul en mer. Son voilier d'environ 12 mètres lui avait permis de traverser certaines des eaux les plus difficiles de l'hémisphère sud sans rencontrer le moindre incident. D'après tous ceux qui le connaissaient, Edward était le genre de navigateur qui vérifiait chaque chose 2 fois et ne prenait jamais de raccourcis en mer. Il jeta l'ancre dans une baie abritée de la côte orientale. Après 3 semaines de navigation, des organismes marins avaient recouvert la coque et ralentissaient le bateau. Edward prévoyait de nettoyer la ligne de flottaison en travaillant depuis un petit canot pneumatique attaché le long du voilier. La baie semblait calme et protégée. Depuis le pont, elle paraissait totalement inoffensive. À l'entrée, des otaries étaient visibles sur les rochers, à environ 275 mètres. Elles se reposaient au soleil par groupes de 20 ou 30. Edward nota leur présence dans son journal de bord, mais estima sincèrement qu'elles se trouvaient suffisamment loin. Il avait déjà entretenu des coques dans des ports et des mouillages du monde entier. Rien ne lui permettait de croire que cette tâche particulière présentait un risque inhabituel.
Il n'associait tout simplement pas ce travail à la menace d'un requin. C'est ce qui rend cette histoire si dérangeante. Dans son esprit, gratter une coque dans une baie tranquille et risquer une attaque appartenaient à deux réalités entièrement différentes. Edward enfila une combinaison de plongée, prit un outil de raclage et entra dans l'eau. Il commença à travailler le long de la coque, au niveau de la ligne de flottaison. Ses jambes pendaient sous la surface. Les mouvements, les vibrations et le contraste visuel produit à la surface pouvaient attirer l'attention de n'importe quel grand prédateur présent dans le secteur. Les eaux néo-zélandaises abritent des grands requins blancs exceptionnellement imposants, attirés par les nombreuses colonies d'otaries du pays. Ces prédateurs attaquent souvent par-dessous, notamment lorsque la luminosité est faible ou que les contrastes sont marqués. Une personne vêtue d'une combinaison sombre, suspendue à la ligne de flottaison d'un bateau avec les jambes sous l'eau, produit des mouvements et des vibrations susceptibles de déclencher une approche d'investigation. Les vibrations provoquées par le raclage d'une coque se propagent efficacement dans l'eau. Elles peuvent attirer des requins se trouvant à proximité. Il n'y eut aucun témoin. Toute la succession des événements fut reconstituée plus tard par les enquêteurs à partir des traces découvertes sur les lieux. Selon les dégâts observés sur le canot et les autres éléments récupérés, le requin aurait probablement attaqué depuis les profondeurs. Il aurait atteint le bas du corps d'Edward alors que celui-ci travaillait au niveau de la surface. Le flotteur gauche du canot pneumatique était perforé et partiellement dégonflé. Les dimensions de la déchirure correspondaient à la morsure d'un grand requin. Des traces de sang sur la coque indiquaient que la première attaque avait eu lieu exactement à la ligne de flottaison. L'outil de raclage fut retrouvé plus tard, flottant à côté du voilier. Edward l'avait vraisemblablement lâché au moment de l'attaque. D'autres traces de sang et des marques de lutte près de l'échelle de bain laissèrent penser qu'il avait peut-être tenté de remonter à bord. Le lendemain, un bateau de pêche qui traversait la baie découvrit le voilier. Le canot pneumatique, partiellement dégonflé, pendait encore au bout de son cordage. Des résidus de sang étaient visibles sur la coque et sur l'échelle. Le corps d'Edward ne fut jamais retrouvé. Les éléments présents sur place correspondaient à une attaque mortelle de requin. Les enquêteurs estimèrent qu'un grand requin blanc était très probablement responsable, en raison de l'emplacement, des dimensions de la morsure sur le canot et de la proximité des colonies d'otaries. La police locale et les autorités chargées de la faune sauvage ouvrirent une enquête. Dans son journal de navigation, Edward avait écrit qu'il comptait nettoyer la coque ce jour-là. Sa balise de détresse n'avait pas été activée, ce qui suggérait qu'il n'avait eu que très peu de temps, voire aucune possibilité pour s'en servir. Par la suite, des groupes locaux de plaisanciers diffusèrent des avertissements informels concernant les travaux effectués dans l'eau à proximité des colonies d'otaries. L'outil flottait toujours près du yacht. Du sang marquait l'échelle à l'endroit où Edward avait peut-être presque réussi à remonter. Sous le pont, son journal était resté ouvert, avec le programme de la journée écrit de sa propre main. Parmi toutes ces attaques, c'est peut-être cette scène silencieuse, découverte seulement le lendemain, qui laisse l'impression la plus lourde.